Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes de retour, enfin c'est la fin de la trêve hivernale, nous allons parler Formule 1 sur Multi-21, nous allons parler des essais de pré-saison et essayer de comprendre un peu quelles sont les forces en présence pour cette année 2024 et pour ce faire je suis accompagné de Thomas Felizardo, salut Thomas. Salut Clément, salut à tous. Et de Pierre Meslet, salut Pierre. Salut Clément, salut tout le monde, et ça fait vraiment super plaisir de vous retrouver. Ça faisait... Moi j'ai oublié ce que c'était la F1, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas vu, j'ai oublié ce que c'était. On a à peine eu 22 courses l'an dernier, franchement je ne m'en souviens Ah bah c'était trop court, il n'y avait pas assez là. Au moins cette année on va bien partir, 24. Je trouve qu'on pourrait monter à 30, à mon avis ça ferait pas de mal. 36 C'est clair. Ouais voilà, en NASCAR ils font 36, hein, donc pourquoi pas. Et tant qu'on n'a pas sans les dépassé courses la hors NASCAR, championnat. on est bon. Ça veut dire qu'on a encore 12 courses de marge. Plus les courses hors championnat. Et c'est qui ne comptent surtout pas. qu'il y a des candidats pour accueillir un Grand Prix. Regardez en Grèce, à un moment donné ils étaient candidats pour accueillir un Grand Prix. Alors mais on peut bien mettre 7 Grands Prix aux États-Unis, 18 au Moyen-Orient, il y a moyen. Seulement Oui, attends. La Chine et les USA peuvent accueillir 3 Grands Prix chacun tranquillement déjà. Exactement. Euh, On y arrivera. Je vous propose, messieurs, du coup, on en a un peu parlé en off, bien évidemment, mais de diviser en 3 ce ranking pour la saison. Et on va commencer par les nulos, ceux du fond de grille. Et je pense qu'on est d'accord pour y mettre 3 équipes. As F1 Team, enfin le monogramme As F1 Team, puisqu'on va dire les noms complets. Le Kick F1 Team Sauber, je ne sais plus dans quel ordre c'est, je ne l'ai pas sous les yeux. Et le Visa Cash App Racing Bulls F1 Team. Thomas, je vais commencer par toi. Parmi ces 3-là, quelle équipe tu vois la plus à même de se rapprocher du groupe du milieu de peloton? Et bien justement, c'est là où moi je suis pas tout à fait d'accord pour en mettre 3 dans le fond. J'en mettrai que 2. Et ça va répondre à ta question. Je mettrai bien le Stake F1 Team Kick Sauber et le Monogram As F1 Team. Donc Kick et As, hein, on va faire le jeu de mots tout de suite. Sauber et As. Voilà. Non, encore une fois, comme on disait en off, ça va tellement être dans un état de délabrement que je refuse d'appeler ça Sauber. Ça va s'appeler Kick avant de s'appeler Audi. Et ce sera sans transition. Non, Sauber, c'est mort et enterré pour moi, malheureusement. C'était dans mes équipes favorites quand j'avais 10 ans. Et ça fait mal au petit enfant qui est toujours en moi. Donc je n'appellerai pas cette équipe Sauber. Donc voilà, ça répond à ta question. C'est que je pense que c'est vraiment les deux qui iront dans le fond. Parce que ça fait 2-3 saisons que c'est vraiment catastrophique en termes de niveau, en termes de rythme, en termes de développement dans la saison, alors que RB, on va les appeler comme ça, anciennement Toro Rosso et AlphaTauri, a déjà par les liens techniques avec Red Bull a plus la capacité d'être devant dès le départ et en plus de faire évoluer, et c'est une équipe qui quand même nous a montré relativement récemment qu'elle savait faire des choses, surtout je trouve en fin d'année 2023 le duo Ricciardo Tsunoda marchait vraiment pas trop mal, donc ça fait largement partie pour moi ce sera largement cette équipe qui sera devant et qui sera à mon avis au milieu du ventre mou du peloton, dont on parlera après. Oui, d'ailleurs, tu parlais des liens entre Red Bull et du coup cette écurie Racing Bulls. Bruno Famin a déjà commencé à lancer les hostilités en disant qu'il faudrait surveiller d'assez près les liens étroits entre ces deux équipes, puisqu'effectivement, des déclarations qu'on a eues et des rapatriements de certaines activités de Racing Bulls à Milton Keynes, on sait que on va peut-être avoir une écurie qui va upgrader ses performances par rapport à l'année dernière. Donc là-dessus, ouais, ça sera vérifié. Pierre, du coup, j'imagine que tu es dans le même état d'esprit, c'est-à-dire finalement cette écurie Racing Bulls, peut-être qu'on va en parler avec le milieu de peloton et qu'il faut mieux se concentrer sur 2 écuries dans le fond. Ouais, bah c'est d'accord. Après, chez Racing Bulls, il y a plusieurs enjeux. Alors, l'apport et le support technique de Red Bull, ça, il est indéniable. Suivez le nom déjà, hein, pour commencer. Ensuite, pour moi, ça va être l'année Ricciardo, c'est-à-dire c'est cette année où Ricciardo va vraiment démontrer est-ce qu'il peut
Est-ce qu'il est encore capable de sortir quelque chose avec une voiture très très moyenne, ou est-ce qu'il n'a plus rien dans les bras et grosso modo il n'a plus rien à faire en F1? Ben, je vois qu'on continue à pousser du côté de Tsunoda. Je trouve Monsieur Marco très très clément là-dessus. Eh ben, moi, de ce que j'ai lu, il paraîtrait que ça serait des requêtes d'Honda, même si Honda est plus officiellement engagé, mais il y a quand même cette histoire de moteur exploité par la famille Red Bull. Apparemment, Honda voudrait vraiment un japonais, sachant que Tsunoda n'est quand même pas honteux dans ses performances, même Non, si non, bien sûr. c'est quoi, sa 4e ou 5e saison? Ça va être sa quatrième saison cette année. C'est sa Ça va être sa 4e saison. Bon, c'est clairement pas un champion du monde en puissance, mais c'est pas un pilote qui démérite. On a bien vu Jarno Trulli faire je ne sais combien de saisons. Donc pourquoi pas. Et a priori, ce serait une façon de faire plaisir à Honda. Mais là où je suis d'accord avec Pierre, c'est qu'effectivement, par rapport à la tolérance d'Helmut Marko pour les pilotes Toro Rosso et AlphaTauri des années précédentes, je trouve un peu clément même dans ses commentaires, même si Tsunoda pour moi n'est pas le pire du lot. Mais c'est vrai que... C'est vrai, mais après il y a eu pas mal de déclats cet hiver qui disaient que RB n'était plus enfin Racing Bull n'était plus le junior team de Red Bull. C'était une équipe à part entière qui avait sa propre volonté. Donc ça s'inscrit aussi dans cette optique-là, quoi. Je peux l'entendre. Bah à voir. Bah après, ceci dit, quand tu vois l'âge de Ricardo, oui, je comprends que c'est plus le team junior de Red Bull. Ça c'est clair. Ah bah, de c'est toute précis. façon, vu tout ce qu'ils ont dû aller chercher à droite à gauche, et puis même, il y a eu un désaveu très fort, c'était de prendre Perez. À partir du moment où Red Bull prend un pilote en dehors de sa filière et pas chez, à l'époque, AlphaTauri, alors qu'il y avait quand même des pilotes qui, à mon sens, pouvaient mériter, c'est un sacré désaveu, quoi. On est bien d'accord là-dessus. Après, bon, sur As, on verra. Bye bye Steiner. Bon, bah, pour Drive to Survive, s'ils font la saison 7, bon, bah, ça sera sans Monsieur Moustache. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Non. Mais j'attends de voir avec Komatsu. Komatsu, c'est l'ancienne ingépiste de Romain Grosjean. Oui. Il est directeur technique, je crois, depuis quelques... Ou en tout cas, il est responsable de la performance en piste depuis quelques saisons maintenant. Oui. Donc mais voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un de technique à qui il ne faudra pas raconter des bobards. C'est pas un politique. Voilà, c'est ça. Maintenant, moi, ce qui me fait peur, j'ai peur que pour Komatsu, ça tourne à la Binotto. C'est-à-dire, bon, même si As, c'est pas non plus le même champ d'action que Ferrari, hein, voilà. J'ai peut-être peur que team principal, ça sorte un petit peu de son champ de compétences. Ouais, mais je pense que c'est pas la mauvaise personne pour remettre une équipe sur les rails. C'est-à-dire que contrairement peut-être à Binotto, où Binotto avait été mis là plus pour du long terme, Komatsu pour moi il est peut-être là pour faire 2-3 ans, pas plus, mais au moins pour remettre l'équipe dans la bonne direction, parce qu'il y a vraiment eu des gros errements techniques. Parce que moi Steiner c'est quelqu'un que j'ai jamais porté dans mon cœur, il a un bilan qui est catastrophique, hein. Quand on regarde la fin du programme Ford en rallye avec les dernières Focus, en tout cas quand il y était, le programme Jaguar, le programme NASCAR Red Bull NASCAR, ça a été un échec. As qui a marché 3 ans. Enfin, globalement. Non, As qui a marché 2 ans même, on peut dire. 2 ans, ouais. Jusqu'à 2018, ça marchait bien. 2016, 2017, oui, 2018. Mais en fait, je compte pas 2016 parce que pour moi, c'est une année à part. C'est une année de rentrée dans la réglementation, c'est un peu à part. Mais voilà, 2017-2018, où il met vraiment sa patte. On va dire les trois premiers, c'était acceptable. C'est là où on les attendait. Enfin, voire plus que ça pour la première année. Mais oui, le reste est catastrophique. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose qu'il parte. J'ai l'impression qu'il avait une communauté de fans vis-à-vis de son personnage Drive to Survive. Je pense que c'est très bien qu'il saute. Pour moi, un team manager n'est pas là pour faire des blagues. Après... il a une équipe à faire marcher. Et il a mieux réussi son boulot de clown que son boulot de team manager. Alors, son boulot de clown et son boulot de personne en même temps médisante, c'est-à-dire cracher sur des pilotes qui sont déjà partis ou un truc comme ça. Mais moi je pense que sa gestion de pilote était catastrophique. Mais catastrophique, parce que les choix qu'il a fait, ils étaient indéfendables. Et lui-même c'est démenti, parce que quand il vire Magnussen avec un coup de pied au cul et qu'il le reprend 2 saisons plus tard, c'est incroyable. C'est ça.
Mais c'est clair, sa gestion de Mick Schumacher, c'est une des raisons pour lesquelles, pour moi, Mick Schumacher a sous-performé, même si j'en attends moins de choses que toi, Thomas, sur Mick Schumacher, mais je te rejoins là-dessus, c'est une des raisons pour lesquelles il a. Non, mais ça fait typiquement partie des pilotes qui Steiner. mériteraient une autre saison dans une meilleure équipe. Dans un, enfin, en tout cas, dans une équipe, moi j'ai employé ce terme plusieurs fois, dans une équipe mieux veillante, une équipe bienveillante, type Williams, qui m'a l'air parfaite pour ça. Voilà, alors que justement, As. On le voit avec Albon. Typiquement, Albon, il s'est découvert chez exemple. As et il a réussi à monter dans une autre dimension qu'on prédisait pas forcément. Ouais, refermons sur Albon, on parlera tout à l'heure de Williams. J'aimerais qu'on termine juste sur Sauber, puisqu'on n'en a pas parlé. Je termine juste un tout petit peu sur As, juste pour dire, j'espère qu'ils ont réussi à garder les avantages de l'année dernière, c'est-à-dire la As qui était performante sur un tour, mais qu'ils ont résolu le gros point noir, blague à part, les pneus. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont enfin trouvé une solution aérodynamique ou technique qui leur permet de faire durer les pneus? Parce que c'est le gros point faible l'année dernière, donc à voir. Et puis pour Steak F1, j'en attends pas grand-chose. C'est un sponsor, c'est ok. Je suis pas fan de la livrée, et sur ce qu'elle a montré en piste, bon, même si c'est les essais hivernaux, je suis pas ultra convaincu. Donc pour moi, dans la continuité de 2023 et l'année dernière, on sait qu'Alpha, ils étaient absolument pas à la fête. Là-dessus, moi, il y a plusieurs choses qui m'inquiètent. C'est déjà, j'ai l'impression que il n'y a pas de synergie dans le duo Bottas-Zhou en termes de synergie de performance en piste, je parle. C'est que je trouve que Valtteri Bottas s'éparpille beaucoup. On l'avait déjà dit l'an dernier, mais il s'éparpille beaucoup en dehors et qu'il ne montre pas forcément une performance extraordinaire en qualif. Ce qui permet il montre des choses, mais pas en piste. Ouais, mais voilà. Mais c'est ça. Et Guan Yu Zhou, finalement, n'est pas si loin que ça de lui en performance. Mais on ne sait pas si c'est parce que Zhou est un bon pilote ou si c'est parce que Bottas s'est énormément relâché depuis son départ de chez Mercedes. Et je trouve que ça t'as un sentiment un peu de tout est de l'apparence, parce que Guan Yu Zhou, on le voit énormément aussi dans des magazines. Cette écurie là avec ce sponsor qui est une énorme plateforme de streaming avec des pubs avec Drake, des choses comme ça, tout est dans de l'apparence, et finalement en piste je vois pas grand chose. Et là où ça m'inquiète, c'est que cette période là était censée être une période de transition vers Audi, sauf que maintenant on a quasiment une fois par mois au moins un journal allemand qui vient nous expliquer que des doutes persistent sur l'arrivée de Audi en F1. Et quand ça revient tous les mois, moi quand c'était une fois par an il y a 2 ans, bon, on connaît le management d'Audi et son côté un peu lunatique à partir à droite et à gauche et à revenir sur ses décisions 2 ans après. Mais quand ça revient tous les mois, j'ai un peu plus de doutes et j'ai peur que ce qui devait être des simples années de transition où tout le monde attend l'arrivée d'Audi devienne une situation permanente et quand on voit leur gestion aussi de Théo Pourchaire qui pour moi n'est pas idéale non plus, ça plus le duo de pilotes actuel, ça me donne pas une pour cette écurie ni pour 2024 ni pour la suite quoi. T'as tout dit, effectivement. Moi c'est un duo que je comprends pas parce que c'est un duo que je trouve trop limite en performance. Je vois pas vraiment de leader se détacher. Comme tu as dit, je pense s'il y a eu une synergie un jour, on est arrivé au bout de cette synergie, puisque maintenant Zhou est aussi un pilote confirmé et Bottas c'est pas spécialement plus rapide. Je pense qu'il ça aurait été c'était l'année pour faire un coup, soit avec un pilote, avec un autre premier pilote, soit avec un jeune pilote à la Pourchaire qu'il fallait faire monter en expérience en attendant Audi. Et peut-être que eux-mêmes sont partagés vis-à-vis des rumeurs qu'on a sur Audi et de la peur de perdre le rachat d'Audi dans 2 ans. C'est peut-être ça qui les bloque, je sais pas. Assez d'accord. Pour moi, c'était l'année justement où là 2024, c'était après 2 ans, je crois. Il était peut-être temps de faire un petit peu le ménage. Du moins d'essayer de nouvelles choses au niveau pilote. C'est ça. Et surtout que tu es vraiment pile poil juste après tu es dans une année après le départ de Vasseur, donc tu es vraiment dans une période
assez calme. Tu es 2 ans avant l'arrivée d'Audi, donc si c'était le moment de tenter les choses, c'était maintenant. Et que ce soit en termes du concept de la voiture ou comme vous l'avez dit, du duo de pilotes, il n'y a rien qui a été tenté. Et en fait, j'ai peur d'avoir une situation à la Haas, c'est-à-dire une voiture qui est pas forcément déjà de base excellente, mais avec très peu de développement durant la saison, ce qui fait que plus la saison avance, plus elle est larguée et moins elle peut faire de coups. Et là-dessus, j'ai presque tendance à les mettre en dernière position. Donc, nous allons passer donc au milieu de grille avec AlphaTauri, Racing Bulls, Toro Rosso, on ne s'y retrouve plus, qu'on va mettre dans ce milieu de grille. Williams, Alpine et Aston, messieurs. Et on va commencer par l'écurie Williams, puisque vous vouliez en parler tout à l'heure. Pierre, tu voulais parler d'Alex Albon et de Williams, et de cette écurie qui s'est extirpée du fond de grille où on l'avait mis les 3, 4, 5 années précédentes pour finalement être aujourd'hui une écurie de milieu de grille solide. En tout cas, sur l'année dernière, ça a bien progressé. Albon a fait du très très bon boulot. Sargent, bon, c'était sa première saison, donc il y a une perf aux États-Unis, mais bon, un peu aidé aussi avec les déclassements de Leclerc et d'Hamilton de mémoire. Elle est, enfin, au niveau look, on reste dans le même jus. Donc moi l'aération sur le dessus du capot façon Duracell, j'aime bien sincèrement. Voilà, la robe bleue de la Williams, forcément ça évoque un petit peu les années d'antan, on va dire, des Williams, les années glorieuses. Après, sur le bilan piste, sur les essais hivernaux, Williams, c'est lanterne rouge, c'est-à-dire c'est eux qui ont le moins tourné. Et au niveau chrono, je regardais en même temps. Bon, Sargent était loin. Albon s'est rapproché, donc ouais, milieu de grille maintenant à voir. Déjà, est-ce que donc la base sent pas trop mal, est-ce qu'ils vont réussir à bien la développer comme ils ont su faire en partie l'année dernière, et est-ce que Sargent va être en mesure de montrer un peu autre chose, de hausser son niveau de jeu, parce que là pour moi, à part Albon qui tient la baraque, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, je vais pas, enfin, sur Williams. Ouais, non, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison, Pierre. Albon est vraiment le taulier de l'équipe maintenant. C'est pareil, c'est quoi? C'est sa 3e saison à Albon chez Williams. Je le trouve assez impressionnant. Il porte l'équipe à lui tout seul. Je pense que l'arrivée de James Vowles aussi va vraiment commencer à porter ses fruits cette année. Et on va avoir des belles choses arriver. Je maintiens, un peu comme toi, je maintiens mon avis sur Sargent que je trouve pas au niveau du tout. Quitte à mettre Sargent, je pense qu'il y a plein d'autres pilotes qui seraient aussi méritants que lui et qui feraient pas un moins bon boulot. Donc c'est dommage de poursuivre avec Sargent. Après, une année pour apprendre, une année pour réussir. On va voir cette année, on va voir ce qu'il a appris l'année dernière et s'il y arrive cette année. À part ça, ouais, c'est compliqué. Malgré tout, si on prend Albon dans cette voiture, je suis pas sûr qu'il soit en bas du ventre mou. Je pense qu'il sera un peu plus haut. Je pense il y a une écurie qui m'inquiète plus pour fermer cette marche et devancer seulement Haas et Sauber. Il y a une autre équipe qui me fait un peu plus peur, qui est de la même couleur. Je pense que Clément, tu me vois arriver avec mes gros sabots. Oui. J'hésitais entre te lancer là-dessus et juste parler 2 secondes de Williams avant. Mais voilà, pour Williams, pour conclure sur Williams, je pense que ça va être une bonne saison pour eux, en tout cas pour Albon. Ça va être l'année de montrer des choses. Je pense que Albon, comme beaucoup de pilotes, arrive en fin de contrat cette année. Ça va être l'occasion de se poser la question, est-ce que je vais taper un peu plus haut parce qu'il paraît qu'il y a des sièges qui se libèrent, ou est-ce que je reste chez Williams? C'est l'occasion de faire un choix, et je pense que James Vowles est vraiment l'homme idéal de la situation, et il va falloir mener cette écurie d'une main de fer parce que ça va donner des belles choses. Mais si tu me permets, ou si tu veux ajouter quelque chose sur Williams. Ouais, je voulais juste parler 2 secondes parce que déjà je vous rejoins sur la synergie Wolff-Albon qui est pour moi la plus importante pour Williams, et sur le fait que je te rejoins là-dessus, Thomas, que pour moi
Williams peut être dans le haut de milieu de grille avec un pilote comme ça qui en plus a beaucoup de choses à montrer pour 2025 et qui a l'air extrêmement à l'aise et dans cette voiture et dans cette équipe. Maintenant, Pour moi, ça met des points et des Q3 à la régulière sans trop de problèmes. Pas forcément toutes les courses. On l'a vu mais l'an dernier, il est très rapide ouais. sur un tour. On le sait depuis très longtemps. En course, si la voiture arrive à gérer, à maintenir la cadence, ça peut scorer énormément au cours de la saison. Après, moi, je voulais parler un peu de Sargent parce que de sa promo potentielle, il me paraissait être un des pilotes les plus faibles qu'un Drugovich, plus faible qu'un Lawson qu'on a vu l'an dernier. Et alors, comme Zhou, il y a toujours un côté, tu sais pas exactement à quel point il y a du marketing, à quel point il y a de la performance, à quel point il faut leur laisser du temps. Le problème, c'est que lui, il n'a pas Bottas à côté, il a Albon, donc la comparaison, elle est beaucoup plus tranchante. Et vu le nombre de pilotes qui attendent un contrat pour 2025, parce que là, on parle des 20 qui sont sur la grille, mais faut pas oublier Lawson, du coup, faut pas oublier Mick Schumacher, faut pas oublier Théo Pourchaire, faut pas oublier Felipe Drugovich. Bah, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, effectivement, moi, un Schumacher dans cette équipe, avec Albon, ça ferait un très beau duo, et pour le coup, ça serait l'occasion de vraiment juger Schumacher, et de mettre plus de points pour Williams. Mais c'est clair, et tu vois, donc déjà, tu as au moins 24, voire 25 pilotes, parce que, à mon avis, le champion de F2 2024 sera sur la grille en 2025, tout dépend de qui c'est. J'espère. Donc, quand tu as 25 ou 26 mecs qui se battent pour 20 places, je suis pas sûr que Sargent survive à ça, donc ça va être une saison charnière pour lui. Maintenant, comme tu dis, il y a une écurie qui nous inquiète un peu plus, et là-dessus, quand allez, Pierre vas-y, parlait lâche-toi. Quand Pierre tout à l'heure parlait des chronos, quand tu parlais Pierre des chronos tout à l'heure, tu as toujours les questions, tu sais, des programmes. On ne sait pas exactement ce qui s'est fait pendant les essais hivernaux. Tu as le type de gomme aussi. Voilà, tu as le type de gomme, tu as La plein quantité. d'essais. Ouais, mais le type de gomme, tu le connais. Le type de gomme, tu le connais. Donc, Oui, non, mais t'as le réglage aéro, t'as le nombre de. Ça, t'as l'essence, t'as la cartographie moteur, il y a plein de choses. Donc là-dessus, moi, je me base jamais trop là-dessus. Par contre, sur quoi je me base pour classer les écuries, c'est tout ce les que déclarations de les Fernando membres- Alonso, messieurs, dames. Voilà. Non, mais- exactement. Les différentes déclarations du paddock. Et il y a un garçon qui s'appelle Pierre Gasly qui, quand tu l'entends parler, et il y a un autre garçon qui s'appelle Esteban Ocon, et quand tu l'entends parler, et notamment, Esteban Ocon a parlé au micro de notre ami Vigneron de l'RTBF, les mots choisis, la tonalité de phrase et les réponses me donnent très peu confiance. Et moi, cette histoire de on a fait un concept radical pour 2024, ça va prendre du temps, mais ça va arriver au cours de la saison, un peu pour nous préparer une saison de McLaren où tu commences très loin et tu termines très haut. Moi, j'ai peur que tu commences très loin, mais que tu termines très loin. Parce qu'on a rarement vu on a rarement vu Enstone ces dernières années développer une voiture et réussir à revenir devant. Exactement, c'est là où je voulais en venir, c'est que partir de très loin, c'est une première chose. Réussir à développer la voiture, c'en est une deuxième. Et je trouve que Alpine, ces dernières années, survivait parce qu'ils arrivaient à construire une voiture dès le départ qui était plutôt bonne, qu'ils ne pouvaient pas développer au cours de la saison. S'ils commencent avec une voiture qui n'est pas bonne, avec en plus un moteur qu'ils sont les seuls à utiliser, donc ils n'ont pas de retour d'expérience d'autres écuries, et qui est déjà le moins bon des moteurs, ça sent très mauvais, surtout avec deux pilotes qui sont en fin de contrat en 2024, il me semble. Donc, Ah oui, ils sont en fin de contrat. À part quelques-uns dans les gros teams, tout le monde est en fin de contrat. Donc, ouais. D'ailleurs, Gasly l'a dit. Hein. Gasly l'a dit effectivement dans l'interview dont tu parles. Et il dit j'aimerais bien faire une bonne perf pour ma dernière année de contrat. Et moi, la façon dont je le comprends, c'est il faut que je me montre pour sortir d'ici. absolument. Ouais, C'est ouais, ça. oui. Moi, je le comprends comme ça, quoi. Et ça sous-entend qu'au final, il croit plus trop au projet Alpine. Non, mais c'est exactement ce qu'il vient de dire Clément, c'est que c'est difficile là d'y croire, et c'est d'autant plus difficile que ça va être encore une énième année de transition. Alors on va pas refaire le passé, mais quand Renault est revenu en 2016 en F1, l'idée c'était de mémoire, c'était les podiums en 2017, les victoires en 2018, le titre en 2019. Ou alors vous décalez d'une année, mais en gros c'est ça. On est en 2024. Et on a une voiture qui est peut-être la dernière en termes de perf. D'un point de vue aéro, c'est catastrophique. D'un point de vue moteur, c'est catastrophique. D'un point de vue facilité de conduite, entre gros guillemets, c'est catastrophique. Quand Gasly dit ça n'a pas l'air génial, oula, c'est de l'euphémisme, mais il a juste pas envie de tirer à boulet rouge sur l'équipe. Et quand tu écoutes c'est le Docon, moi ça me c'est fait ce très qui m'a le peur. plus marqué, c'est le Docon à la RTBF. La façon qu'il a eu de parler, tu sentais vraiment que c'était pour dire
on a une bouse et on va faire ce qu'on peut. Il a sorti une phrase à la fin comme il faut qu'on ait aucun regret, qui est pour moi mais pleine de sens sur justement. Et tu parlais ça fait peur, de leur moteur. Les écuries qui sont derrière eux possèdent des moteurs qui sont bien plus performants et qui peuvent bénéficier d'un retour d'expérience de top team. Que ce soit Haas avec le moteur Ferrari, que ce soit Sauber, c'est la même chose, nos amis de chez Williams ou de chez Racing Bulls, qui est avec le moteur Mercedes ou Honda, toutes ces écuries-là sont dans une synergie de groupe qui leur permettent d'avoir quand même au moins une base moteur performante. Chose qu'il n'y a pas chez Alpine, absolument. Ouais, tout à fait. Mais c'est l'éternel problème de ne pas réussir à se comparer. Hormis à l'époque des essais illimités et des gros motoristes, avoir une seule, et on l'a vu avec McLaren Honda il y a quelques années, ça ne marchait pas. Et dès que Honda a commencé à se diversifier, à avoir plus de clients, on a vu les problèmes. Et quand McLaren est revenu chez Renault, on a vu que le problème c'était pas que le moteur. Et là il y a un gros trou, et je vais le dire honnêtement, pour moi la semaine prochaine, il y a une Alpine qui est éliminée à la régulière en Q1. En termes de rythme, il y en aura une des deux qui va sauter en Q1. Laquelle, je sais pas, parce que Ocon et Gasly sont deux très bons pilotes que j'estime beaucoup, et ça me fait de la peine pour eux. Donc je sais pas s'il y en a vraiment un qui est devant l'autre, ça dépend un petit peu des aspects, etc., et des physionomies de course. Mais il y en aura un des deux qui va sauter en Q1, c'est sûr. Là où je te rejoins, c'est que tout à l'heure, et c'était Pierre qui disait très justement, c'est que la force de la Haas, qui est pourtant une voiture beaucoup moins bonne, c'est la qualif. Et on sait que Hülkenberg et Magnussen en qualif peuvent être bons. Donc en fait, il faut que tu comptes sur une erreur d'un des deux, Magnussen une erreur de Sargent, terrible, une erreur de Tsunoda, une erreur plus les deux pilotes Sauber pour ne pas être éliminé en Q1. Donc oui, effectivement, ça paraît quand même très compliqué. Ça fait beaucoup de paramètres. C'est surtout, il y a eu, ils ont été quand même assez malmenés l'année dernière avec les différents départs, c'est-à-dire Laurent Rossi d'un côté qui a fait de mémoire 2-3 ans. Il arrive en 2021, Rossi. De l'autre, c'est Simon? Non, Perman, pardon. Oui, Alan Perman, il est parti aussi. Alan Perman, bon voilà, mais j'ai l'impression que que Alpine est persuadé de pouvoir reproduire ce que McLaren a fait l'année dernière, sauf qu'on ne parle pas des mêmes moyens et on ne parle pas des mêmes structures. C'est-à-dire moi je pense que c'est de la com, hein. C'est de la com, c'est juste pour dire vous inquiétez pas, ça va aller. Mais personne n'y croit. Ça fait des années où c'est remis sur le tapis, où il y a besoin de la moderniser, cette usine. Mais à Viry-Châtillon, je suis assez bien placé pour le savoir, j'habite pas très loin. Au niveau de Viry, ils ont mis les moyens qu'il fallait. La partie moteur s'est vraiment développée. Alors, est-ce qu'ils en sont au point de Mercedes ou Honda Red Bull Powertrain? Peut-être pas, mais en tout cas, ils ont modernisé, ils ont agrandi, etc. Donc j'aurais tendance à dire sur la partie moteur, même si il est sans doute un peu faiblard, côté investissement, il y a déjà le maximum de fait. Là maintenant, le châssis qui pêche, etc., ça fait déjà 2 ans de suite, facile. Il serait peut-être temps, à un moment donné, de se réveiller. Pourquoi Alonso est parti chez Aston Martin? Parce que Aston Martin modernisait ses infrastructures. Il repartait sur une nouvelle usine. Ça a été l'un des arguments qui l'a décidé à partir. C'est exactement ça. Tu as tout à fait résumé la situation, Pierre. Et en plus, apparemment, là, il y a une fuite de cerveau assez énorme côté Alpine, et donc ça c'est d'autant plus inquiétant parce que c'est pas comme ça que tu peux développer une voiture en cours de saison. Les nouveaux arrivants n'ont pas toutes les clés pour, quel que soit leur talent, n'ont pas toutes les clés pour mettre en place des solutions rapidement sur une voiture qu'ils ne connaissent pas. Donc ça va très mal finir pour Alpine malheureusement. Et vu que Pierre a parlé d'Aston, ça me fait penser à autre chose. C'est aussi, je repense à cette présentation où on a eu à la fois le WEC et la F1 ensemble. Et la F1. Vous allez me dire, il n'y a pas trop de rapport, mais je trouve que les autres écuries qui sont multitâches, c'est-à-dire McLaren, Ferrari et Aston, Ferrari, ils sont arrivés en hypercar parce que leur budget F1, on le sait avec le cap budgétaire, leur permettait et qu'ils avaient suffisamment de ressources pour aller en hypercar. McLaren a toujours subdivisé ses opérations, alors sauf au niveau de la gestion de ses pilotes, mais au niveau de ses écuries, finalement, l'écurie de Formule 1, l'écurie de Formule 1 et l'écurie d'IndyCar sont 3 structures qui sont de base assez différentes, qui ne sont que regroupées marketingement. Aston Martin a quasiment fermé ses opérations
autres que la F1 le temps de se développer et les rouvre aujourd'hui au fur et à mesure maintenant qu'ils sont développés en F1, on a l'impression qu'Alpine, c'est on s'éparpille, on fait 3 choses à la fois alors qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et je trouve ça vachement dommage parce que on a l'impression que le programme F1 n'est qu'un programme dans un contexte marketing global, au lieu d'être le programme phare de la marque. Comment dire, le côté, l'aspect. Bah, je suis d'accord, moi j'étais plus enthousiasmé par le lancement du WEC que par le lancement de la F1. Non, mais je suis d'accord. Et il y a l'aspect financier, c'est-à-dire, même si il met pas trop son nez là-dedans, Monsieur De Meo, ça reste un businessman. Lui, ce qu'il va voir, c'est les résultats, quoi. Donc, c'est-à-dire, Alpine, il y a 2 ans, il jouait la P4, etc. Là, l'année dernière, c'était pas ça. Cette année, ça a pas l'air bien parti. Ça risque de finir comme ce qu'avait fait Monsieur Bess avec l'écurie Renault milieu des années 80, quoi. Non, moi je suis pas du tout d'accord. Non, sur le alors coup, là, oui, pas du pareil. tout. Pas du tout, absolument pas. Non, alors De Meo, c'est tout le contraire. Il veut mettre Alpine au centre du truc. Il veut vraiment que ça soit la partie sportive du groupe Renault. Il veut que ça soit le fer de lance. Et pour être le fer de lance, pour lui, il faut être en F1. Et c'est un mordu de F1. Voilà. Non, au contraire, le programme est pas du tout en danger. Je pense que c'est peut-être même la bonne personne pour remettre de l'argent au bon endroit. Maintenant, je pense qu'il y a un problème qui est historique. Il y a une guéguerre franco-anglaise entre Enstone et Viry. Il y a une ambiance pourrie où à Enstone on dit que c'est le moteur qui va pas et à Viry on dit que c'est le châssis qui est pourri. Il y a sans doute un peu de vrai chez les deux. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé des installations, Pierre, effectivement. Non, mais pour moi le programme n'est pas spécialement en danger. Mais si c'est un programme qui veut marcher, il faut trouver une solution. Et pour l'instant, ils n'ont pas cette solution. Pour terminer sur ce milieu de grille, il nous restait une écurie à évoquer, c'est Aston Martin, messieurs. Et là, on est en année 2 de Fernando Alonso chez Aston Martin. Donc on a passé la lune de miel. Cette année, ça va être le retour des grandes déclarations. Est-ce que Aston Martin est plus proche du groupe dont on va parler après, ou de par sa dynamique actuelle et son deuxième pilote, elle est plus proche du groupe dont on vient de parler là? Moi, je trouve. C'est une très bonne question. Moi, je les mets au milieu. Réponse de Normand, je les mets entre les deux. Je sais pas. Moi, je trouve médisant sur ce Vas-y, Pierre, vas-y. Vas-y, Pierre, ouais, t'as des choses à dire. Je trouve médisant, c'est sûr que tu lui mets un. Alors, moi, je voudrais déjà questionner la motivation de Stroll en F1, du fils. C'est-à-dire, pour moi, il est plus là pour faire plaisir à papa. Que d'avoir on est d'accord là-dessus. Intérêt légitime. Mais même en étant là pour faire plaisir à papa, sa carrière est quand même pas si dégueu que ça. C'est-à-dire quand il y a eu des courses parfois cataclysmiques, non mais il a su. Pierre. 2023, Alonso met 206 points. Stroll en met 74. Mais non, mais tu parles il n'y a pas un podium. Moi je suis d'accord avec Thomas. Peu importe, il n'y a pas un podium. Il n'y a pas un podium alors qu'Alonso on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 podiums. Et pas un seul. 7 podiums. Et pas un seul podium pour Stroll. C'est catastrophique. Pierre, je suis un grand défenseur de Stroll, mais en 2023, il s'est loupé par rapport à ses années précédentes. Il y a eu une grosse baisse par rapport à ses années précédentes, il faut le dire. Même 2022, c'était pas terrible. 2022, il fait à peine jeu égal avec Vettel qui a la tête largement ailleurs. Et encore, 2022, Vettel met 37 points, Stroll n'en met que 18, donc la moitié. Alors que Vettel, franchement, pour moi, il était déjà ailleurs dans sa tête. Il en avait marre, etc. Il a fait un dernier round d'honneur. Il a pas démérité, mais voilà. Ce qui a souvent non, desservi Stroll, Stroll, c'est qu'il n'est pas super bon en qualif. Et ça s'est vu particulièrement l'année dernière. Ouais, mais il a été bon en qualif. Hein. Il y a eu des belles années en qualif chez Racing Point. Il y avait des belles qualifs. Hein. Moi je pense que c'est vrai, je reprends ce que tu as dit, il s'en tamponne complètement, il en a rien à faire et il a pas envie d'être là, il a envie de faire autre chose et il attend de se faire virer. Et dans son
dans son comportement avec le reste de l'équipe, on l'a vu plusieurs fois là quand il a poussé des mécanos, etc. Machin, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Et c'est malheureusement le fils à Et- papa par excellence dans ce contexte-là. Non, là, il est indéfendable. Indéfendable. Il est plus près de. Enfin, il est derrière Piastri, qui certes avait une bonne McLaren, mais qui était rookie. Il est derrière lui et qui a mis une demi-saison avant de se lancer, quand même, Piastri. Et il est plus proche, en fait, de Gasly, quoi, finalement. Il est seulement 12 points devant Gasly l'année dernière et à plus de 20 points de Piastri. Pour moi, ça en dit très très long vu la voiture. Enfin, moi, je serais pas étonné que Stroll, à la fin de l'année, dégage. il prenne ses clics et ses claques et il aille en endurance. Non, Quitte à faire non, quelque chose. non, par Mais, contre, on peut pas dire ça. Pour moi, Stroll, à la fin de l'année, il prend ses clics et ses cracks. Ouf, oh là là, merci Pierre pour ce jeu de Ca- mots vraiment fantastique. Casse des à Mike. Mais pour répondre à ta question, Clément, moi je les vois pile poil entre McLaren et le groupe de et Williams, je vais dire. Parce que je pense que Williams peut être celle qui tire son épingle du jeu de ce ventre mou. Je les vois pile poil entre les deux. Quelques coups d'éclat. Je pense pas qu'il va y avoir vraiment des podiums cette année, même pour Alonso. Ça va être un peu la désillusion parce que je trouve qu'en fin d'année ils étaient vraiment pas bons. Ils ont vraiment marqué le pas Oui. fin 2023 là à partir Ouais, de l'été. Ouais, mais ils l'ont reconnu. C'est-à-dire, ils ont reconnu Oui. qu'ils avaient foiré le développement. Oui, mais maintenant ça veut Ils pas avaient- dire ils avaient- qu'ils vont ils avaient revenir. ils avaient une bonne base, mais ils ont foiré le développement. Là, selon moi, alors ventre mou, je te rejoins, c'est-à-dire entre Williams et McLaren. Maintenant, avec un Alonso assez opportuniste, si tu fais une bonne qualif, je dis pas autant de podiums que l'année dernière, mais sur un malentendu, il y a peut-être moyen d'aller en chercher au minimum un, voire un tout petit peu plus. Ouais, pas convaincu, parce que pour moi ils ont vraiment marqué le pas. Je suis pas sûr qu'ils aient le concept du siècle comme l'année dernière et qu'ils commencent directement devant. Surtout que l'année dernière ils ont aussi profité des errements de Mercedes et Ferrari et je pense que ça c'est fini. Donc, et McLaren. Donc là ils ont tout cumulé, ils auront plus cette chance là cette année. Je pense que ça va très mal se passer. Et surtout j'en connais un certain Espagnol double champion du monde, Qui va perdre patience. qui va perdre patience et à l'été, ça sent le McLaren. Non, mais, Il va c'est- retourner dans ses vieilles Ça phrases. sent le McLaren bis là, l'Alonso de 2017-2018 là, vous le sentez venir parce que moi, je sais pas si c'est le Alonso Ouais. de 2018 ou celui de 2022 que je sens venir, mais en tout cas, il va être détestable si jamais la voiture ne performe pas dès le départ. Et on le sait très bien, c'est que c'est un garçon qui peut créer un cercle vicieux dans une équipe très rapidement. Parce que moins ça va marcher, plus il va mettre la pression, et plus il va mettre la pression, moins ça va marcher. Et on sait que. Alors, il faudra voir comment Lawrence Stroll réagit à ça. Et c'est là où on va voir justement ses capacités en tant que propriétaire de management, parce qu'on a toujours eu des interrogations là-dessus. Non mais voilà, donc ça va être des choses à voir. Mais par contre, Alonso avec autant de sièges libres en 2025, dont un siège chez Mercedes et peut-être un siège chez Red Bull, on ne sait pas. Moi, au moment où on va arriver dans les grands prix estivaux là. Au moment du début de la season, il faudra faire très attention à ce que Aston Martin ait coffré suffisamment de points et de podiums avant, et j'en suis pas très très sûr, parce que sinon ça va devenir détestable de sa part. Ouais. Et on le connaît Ouais. très bien, hein. On l'aime et on le déteste Et pour ça. l'ambiance, ça va être pourri. Ah oui, non mais c'est clair. Donc moi je les mets dans le milieu de gris aussi pour ça, c'est parce que pour moi, il y a beaucoup de chances que la saison tourne vinaigre. Si jamais sur la première partie il y a quelques erreurs là où il pouvait scorer des gros points. Et donc après avoir parlé de ce milieu de grille, nous allons passer aux écuries de devant, celles qui vont se battre pour la victoire et pour le titre. Et avec une première question, Thomas, est-ce qu'il y a un groupe de tête ou deux groupes de tête en F1 en 2024 ? Clément, moi je vais te dire qu'il y en a deux. Et je vais même te dire que c'est pas les écuries têtes qui vont se battre pour le championnat et les victoires, parce que je suis pas sûr qu'il y ait plus de victoires non Red Bull en 2024 qu'en 2023. Je pense même que Red Bull a toutes les cartes en main pour vraiment tout rafler cette saison. Parce qu'autant l'année dernière on n'était pas trop sûr machin, là ils ont un nouveau concept, ils ont fait quelque chose de radicalement différent.
Ils ont repris le concept Mercedes de ces 2 dernières années et je trouve ça fantastique. Alors là, si ça marche, vraiment bravo Red Bull parce que c'est le pied de nez du siècle, je pense, à Mercedes qui a abandonné ce concept de zéro ponton. Alors Red Bull, ils le prennent, ils l'emmènent plus loin et si ça marche, c'est fantastique. Mais le fait que du coup ils aient justement ce nouveau concept et ils travaillent dessus depuis très longtemps, parce qu'ils aient tellement d'avance en 2023 que je pense que depuis l'été dernier, ils sont déjà sur la voiture de 2024. Facile, de mémoire, ils ont arrêté le développement vers le mois de juin ou un truc comme ça. Fin juin, Ouais, bah tu fin vois, donc juin c'est ou un ça. truc comme ça. Donc à l'été. Ouais. Ouais. Et donc je pense qu'ils ont beaucoup d'avance et cette avance-là, ils vont encore construire dessus et ça va leur permettre d'être largement devant. Et ouais, je pense qu'ils ont vraiment tout ils ont toutes les cartes en main pour tout rafler. Il y a même Alejandro Agag de la Formule E qui propose 250 000 euros au pilote qui battra Verstappen cette année. Pas Red Bull, mais Verstappen. Donc ça en dit très très long, je trouve. Donc voilà, Red Bull sera dans son propre championnat devant. Et après, il va y avoir un paquet bis derrière. Je me permets juste de nuancer. Je pense que Red Bull et Verstappen seront dans leur championnat. Ouais, alors peut-être que ça va faire comme en 2023, comme tu dis, et que Pérez sera un petit peu à la traîne. Ça, c'est pas impossible, ouais, parce qu'on a vu que Pérez a eu du mal avec cette voiture. À partir de la 4e ou de la 5e course, ça se passait plus si bien. Et finalement, il fait quasiment jeu égal avec les autres sur le plan comptable. En tout cas, il n'est pas si loin devant, je trouve, vu la voiture. Donc, après, oui, il va y avoir un groupe bis avec Ferrari, Mercedes et McLaren. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont dans cet ordre. À voir quand on aura un peu plus de données et un peu plus de courses. J'ai l'impression que Ferrari est vraiment pas mal. Ils ont l'air d'avoir résolu leurs problèmes de dégradation de pneus. McLaren, c'est... Pour moi, j'attends encore avant de les jauger parce que ça fait 2 saisons de suite. Enfin, 2022-2023, ils ont fait des débuts catastrophiques. Et ils ont largement redressé la barre après. On a vu quand même qu'ils ont très bien progressé en 2023, même si la fin d'année n'était pas exceptionnelle. C'était bien, mais sans plus. Ça aurait pu être mieux, je trouve. Que ce soit pour Piastri ou pour Norris, là, après le Qatar, en fait. Jusqu'au Qatar, c'était excellent. Et on pensait qu'ils allaient jouer la victoire à la régulière jusqu'à la fin de saison. Et après, ça s'est un peu écroulé. Donc j'ai envie de voir où ils arrivent début 2024. Donc je pense qu'ils seront pour l'instant 3e de ce groupe-là, mais avec peut-être le plus de potentiel de progression. Et entre les deux devant, je mets quand même un peu Ferrari devant, mais ça va jouer à couteau tiré. Ça va être un coup à toi, un coup à moi toute la saison. Et ça va être sur des petits détails que l'un ou l'autre fera une 2e place ou une 3e place et pas le copain d'à côté. Donc je pense que ça va vraiment être une belle saga à suivre. Je mettrais peut-être même un petit avantage à Ferrari sur les qualifications. Bah peut-être. Après avec Leclerc... Très très véloce sur un tour avec les différentes configurations de pneus. Et Charles Leclerc reste un atout indéniable. Leclerc sur un tour, c'est un des meilleurs du plateau. Hein. Il est dans les 2 meilleurs du plateau facilement. Mais donc là-dessus, donc selon les circuits, on sait que ça aura plus ou moins d'influence et que ça peut jouer en faveur de Ferrari là-dessus. Je te rejoins aussi sur McLaren. J'attends avant de juger. Je pense que même on attendra le retour des courses européennes avant de réellement juger où on sera McLaren avec ce duo-là. L'avantage que va avoir McLaren toute cette saison, c'est que ça va être les seuls parmi les 4 écuries de tête. Enfin, non, ils seront avec Ferrari, les 2 écuries qui auront déjà un avenir serein pour 2025 et donc une saison assez sereine au niveau du développement de la voiture, pas exclure un pilote des discussions, pas commencer à calculer à droite, à gauche. Eux, vraiment, ils savent déjà qu'en 2025, ils auront ce duo-là. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, chez Mercedes, ça va faire du tort. Ouais, chez Mercedes et chez Ferrari, parce qu'il y a un moment où aussi Carlos Sainz va être un peu coupé de cet environnement-là. Tu vas avoir dans cette écurie-là, McLaren, à partir du milieu de saison, là où ils ont été très forts l'an dernier, cette synergie qui peut se mettre en place. Maintenant, et je vais laisser la parole à Pierre après, mais pour terminer là-dessus, effectivement, Red Bull, je les vois extrêmement devant. Ça faisait longtemps. J'ai cherché la dernière fois que j'avais vu Helmut Marko autant se vanter avant un début de saison. Et je crois que la dernière fois, c'était 2013. Aïe. Et 2013, pourtant, le début de saison n'avait pas été si fou de la part de Red Bull. C'est dire, parce qu'on avait eu quand même une première partie de saison plus compliquée pour Red Bull, et il était pourtant confiant sur la voiture. Là, honnêtement, que ce soit lui ou Verstappen, ils ont l'air extrêmement sereins.
La voiture a fait énormément de tours, hein. C'est quand même la troisième voiture à avoir fait le plus de tours derrière la Tout c'est à la fait. Ferrari. Elle a roulé sous toutes conditions et je rejoins Pierre là-dessus. Je pense que le facteur pour Red Bull à regarder sera plus Pérez et voir sa place dans le peloton, puisque concernant Max Verstappen, ça me paraît encore inimaginable qu'il en prenne 24 sur 24. Mais je pense que je vais attendre le mois de mai avant de revoir mon propos, parce que ça se trouve en 5 Grands Prix on m'aura fait fermer mon clapet. Si je peux juste rajouter 2 mots dessus là avant de Ouais, te laisser vas-y, la je t'en parole, prie. Pierre, excuse-moi. Là, il y a autre chose, c'est que durant l'hiver, Red Bull a dit en fait en 2023, on n'était pas si exceptionnel, c'est les autres qui étaient mauvais. Donc déjà ça calme, et là cette année ils sont assez contents de leur voiture. Donc ça renforce un petit peu ce que tu disais, Clément. Et par rapport à Ferrari, pour conclure, ce qui me fait un peu peur, c'est que Sainz, j'ai jamais trouvé que c'était le meilleur joueur d'équipe, on va dire. Et à partir de la mi-saison, comme tu disais, où il va peut-être commencer à être emmanché dans une autre équipe, ça va être encore plus compliqué pour jouer le jeu de Leclerc, qui sera le chef de file quoi qu'il arrive. Ça va remuer dans les brancards chez Ferrari, et ça peut créer des fortes tensions et pas mettre tout le monde serein avant l'arrivée d'un petit gars là qui débarque en 2025 et qui est pas connu encore. Il a pas fait grand chose, mais ça c'est un gars à suivre. Je pense qu'il fera pas mal. Après, non, moi je rejoins vos avis, c'est-à-dire sur la Red Bull, ils ont été très forts, c'est-à-dire au moment de la présentation, ils se sont débrouillés pour bien masquer l'arrière de la voiture. Donc quand on cache un truc comme ça, c'est que c'est qu'il y a un truc où on veut pas qu'on voit. Les pontons sculptés, et très très étroits avec de larges ouvertures juste au-dessus pour refroidir, etc. Oui, forcément, on a pensé au concept Zero Pods Mercedes qui a été un fiasco pendant 1 an et demi. Si Red Bull arrive à le faire fonctionner, eux ils ont bien dit non, on fait pas du Zero Pod. Ça y ressemble quand même fortement. Mais je pense qu'ils ont trouvé autre chose. Ils n'ont pas encore dévoilé ce que c'était. Est-ce que c'est une nouvelle action avec peut-être les échappements, le fond plat ou un truc comme ça? Je sais pas. Mais pour cacher l'arrière d'une voiture, c'est qu'il y a un truc que tu veux pas que la concurrence voit. Moi, messieurs, je vous donne rendez-vous en 2026. C'est-à-dire Attends, voilà. non, attends, il y a 2025 quand même. Il y a Non, des trucs, non, il y a non, deux, non, trois non, trucs. non, non, Attends, il y a non. 2-3 trucs qui vont se passer l'année prochaine. Non, tu peux pas dire ça, Pierre. Tu peux pas Je dire vois ça. très bien ce qu'il veut dire, je suis un peu d'accord. Ah non mais attendez, l'année prochaine ça va être exceptionnel. Ça va nous mettre en bouche, Non, mais- ça va nous préparer, sans ça doute. va être l'apéritif l'année Mais prochaine quand même. je vous rappelle que y a un motoriste absolument pas connu qui normalement doit s'associer avec Red Bull en 2026. Sauf que avec les histoires de touche pipi de Monsieur Horner, Alors non, c'est pas l'histoire de touche pipi, c'est du harcèlement. Non, Il y a rien de sexuel dans ce harcèlement là, de ce qui est C'est sorti. aussi ce que j'ai compris. C'est Ouais. du ça serait c'est du harcèlement ça serait- de travail. ouais, C'est mais pas- il y a pas de. apparemment il y avait aussi des comportements déplacés. Ouais, mais Moi, ce que j'avais lu, c'était ça. ça peut cacher pas mal de choses derrière. Donc je sais Ça pas peut- exactement. pour l'instant, attendons avant de. De toute façon, on en a parlé là-dessus sur Twitter. On donne toujours la parole aux victimes. Bien sûr. Attendons juste Ah non. avant nous de commencer à tirer des Ah non, conclusions. mais- C'est juste ça. C'est pour ça que j'utilise le subjonctif, on est bien d'accord. Aucune mise en accusation de ma part concernant cette affaire. Il y a une enquête en cours. On laisse les personnes compétentes faire leur travail. Mon propos, c'était juste de dire que Ford ne voit pas cette affaire d'un très bon œil. Ça, c'est sans faire de mauvais jeu de mots à Monsieur Marco. Dernière petite chose, n'oublions pas que le décès de Dieter Mateschitz, il y a de ça 1 an, ça a commencé à créer quelques tensions, et je ne souhaiterais pas à Red Bull de tomber dans la spirale Ferrari de la fin des années 80, début 90, où n'importe qui où il y avait plusieurs protagonistes qui essayaient de tirer la couverture de son côté. Et que ça ne vienne pas, que ça ne conduise pas à une mauvaise dynamique. Dernière petite chose, si à l'issue de l'enquête, les accusations sont fondées concernant Monsieur Horner,
il y a un certain monsieur Newey qui pourrait être sur le départ. Il y a Alors également non, un non, non, monsieur- non, non, non. Ça, Non. il a déjà dit que même si Niue, Il a- même si Horner partait, lui il restait. Ça, il l'a D'accord. déjà dit. Par contre, il y a un autre monsieur qui est courtisé, c'est c'est un de nos cocorico, c'est monsieur Vacher. Ouais, Euh, ça par contre, ouais. qui lui est fortement courtisé par une écurie italienne dont on a oublié le nom. Exactement. Ça, Voilà. c'est vrai. Donc je pense qu'ils sont devant. De combien, ça va être difficile à juger. Pareil, je pense qu'il faudra attendre de revenir un petit peu en Europe pour vraiment juger l'avance de Red Bull par rapport au reste du plateau. Mais je pense que Red Bull va s'arranger pour faire un boulevard à Max Verstappen pour aller chercher tranquillou un 4e titre. Je pense que Pérez, lui, par contre, Mais de va toute façon, devoir- Perez est sur la sellette. Ouais, mais Pérez est sur la sellette. Il va par contre devoir la jouer très fine pour essayer de sauver son baquet. Et il va être un petit peu seul pour sauver son baquet. Moi, je pense que l'année prochaine, Perez, il est plus chez Red Bull. Quoi, même, Ah. enfin, je pense que c'est déjà acté dans la tête de tout le monde chez Red Bull. Perez ne sera plus là. Mm-mm. Qui sera à côté de Verstappen, je sais pas. Mais pour moi, Perez, je pense même que, sauf à se retrouver chez Kik avant d'aller chez Audi C'est ça. pour 2025-2026, je pense que Perez, on est sur la fin de carrière. Bon, Alors, je suis pas sûr d'une fin de carrière, par contre, ouais, le plus le voir. C'est pour En ça que je F1, dis que en tout cas. McLaren. fin de carrière en F1, ouais. Non mais En oui, non, mais F1, oui. pour moi il sera potentiellement sur la grille en 2025, mais par contre je suis d'accord qu'il sera plus chez Red Bull et c'est pour ça que je disais que McLaren est la seule écurie des Oui, ça, 4 oui. du haut à passer une année complètement sereine Ouais. là-dessus. Pour terminer, messieurs, sur tout ça, j'aimerais que vous me fassiez un petit ranking de ce top 4. Après ça va être un peu trop compliqué de donner tout un top 10, mais de ce top 4 dans l'ordre. Je pense que bon, le premier on est tous On est ce sera tous Red d'accord. Ce sera Red Bull. mais 2, 3, 4, Thomas, si tu veux commencer, nous donner Sur donc l'ensemble ton de la 2, 3, 4. saison ou sur le début de saison? Et je pense qu'on peut faire jusqu'à sur un début de saison, parce Jusqu'à qu'après on va avoir l'Europe. des évolutions qui vont arriver, mais jusqu'à l'Europe, jusqu'à Ouais. l'Europe. Eh ben, jusqu'à l'Europe, derrière Red Bull, on aura d'abord Ferrari, ensuite Mercedes et ensuite McLaren. Très bien. Pierre. Alors, Ferrari, parce que pareil, je pense qu'elle est très rapide en qualif. S'ils ont réussi, pareil, à gérer leur histoire de pneus, à voir. Avec le nouveau concept, ça peut être intéressant à suivre. Mais je pense que McLaren, en début de saison, devrait être un tout petit peu devant Mercedes. Même si Mercedes a corrigé pas mal de soucis. Bon, ils ont mis juste 2 ans à écouter un septuple champion du monde, mais bon, c'est pas grave. Mais je pense qu'en début de saison, le temps que la machine se mette en route et le temps que les premières évos arrivent, je pense que à plateforme égale, je pense que la McLaren est devant. Par contre, je pense qu'Hamilton va avoir la dalle. Hein. Après 2 saisons Ça, de c'est disette et pour sa dernière avec Mercedes, je pense qu'il va avoir la dalle. Et en complément de ma question, j'aimerais vous en poser Et toi, une attends, autre. Clément, toi ton Et toi top Alors, à toi. Ton top à toi. Moi, c'est Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren dans cet ordre-là pour le début de saison en tout cas. Pour le Ok. début de Pour le saison, début de ouais. saison. Mais du coup, ouais, je voulais vous poser une dernière question. C'est avant le retour de l'Europe, est-ce que vous voyez quelqu'un en prendre une à Verstappen? Non. Peut-être Perez et peut-être Perez à Jeddah. Je pense même Le pas. retour du roi des circuits urbains. Ouais, mais je pense même pas. Mais j'y crois pas trop. Ou alors il faudrait vraiment un sacré concours de circonstances pour que. Ouais. Ouais. Sur des courses normales, j'y crois pas. Soit mais j'y crois pas. Jeddah, soit Miami, peut-être Perez qui peut aller en chercher une. Peut-être. À Miami, Verstappen est très très fort à Miami. Ouais. Très très fort. Ouais, moi, j'aurais peut-être dit Melbourne, mais encore, ça me paraît tellement. Non, Suzuka, c'est non. Suzuka, Non, c'est le terrain Non, de non, Verstappen. Oui, Ouais, non, ouais, mais non. non, mais je me suis rendu compte que je disais une bêtise en le disant. Excusez-moi. Non, pas du tout. Et le seul point d'interrogation, ça va être Shanghai parce que ça fait longtemps qu'on n'y a pas roulé. Et je S'il pense a que lieu. Red Bull aura une préparation qui sera largement supérieure. Surtout que je pense que ça fera partie des voitures qui iront bien au pilote et à la voiture. Donc moi, j'en vois pas. Je vois Donc, on pas peut commencer de sur 6 courses de suite de Verstappen. Ouais, Ah, jusqu'à l'Émilie-Romagne, Ouais, ça va être. je pense qu'il va nous faire une Button façon 2009. Ouais. Ouais, En- à peu près. ouais. Ouais. Alors Button peu en près. 2009, il en perd une, hein, mais
Ouais, enfin, il gagne quand même 6 courses sur 7, quoi. Ouais, mais là, moi, je pense qu'il va faire, Ouais. faire 6 sur 6 au Ouais, moins. je et la pense, 7ème, on verra. C'est pas, Eh ben, écoutez, c'est pas au reçu moins- 5 au sur moins- 5, c'est reçu 6 sur 6. Au moins, quand George Russell gagnera à Sakir, on n'aura pas l'air d'idiot. Non, je- Alors là, s'il y a bien un truc auquel je crois pas, c'est ça. Mais... Grosse cote de bœuf. Ah ouais, là, C'est clair. Là-dessus, messieurs, je pense que nous avons fait le tour. Bien évidemment, nous allons retrouver C'est pas très très vite puisque nous allons Ah bah, enchaîner 24 tout Grands le Prix, hein, du donc on samedi. va pas avoir le Ah choix. bah oui, bah de toute façon là. Va falloir être là, efficace, là. Mais tu sais que c'est bien qu'on ait fait jusqu'aux courses européennes parce que ça fait 6 courses, donc ça fait un quart de saison. Et de se dire que 6 courses, c'est désormais un quart de saison, déjà moi ça me met un coup. Avant, C'était c'était un vraiment tiers. calculé hein. déjà, le fait que ça soit un quart. Avant, c'était à mais- peine un tiers. hein. Avant, Il y a- c'est- il y a non, quelques ouais, c'est années. clair, ouais. Mais voilà, je pense que nous pouvons conclure là-dessus, sur une saison où nous ne sommes pas forcément très optimistes pour qui gagnera les Grands Prix, mais plus pour ce qu'on va voir derrière. C'est Je pense ça. qu'il va y avoir du spectacle. Ça Ouais. va être quand même des beaux Grands Prix. Bah, par contre, oui, et notamment en qualification, moi j'espère Ouais. des qualifications aussi serrées que l'an dernier où nous avons ça vraiment devrait. vibré. Ah, on toute a l'année. kiffé. Ouais. Ouais. Et, Ça, et on pourra peut-être revenir dessus quand ça commencera à arriver, mais on va voir ce que donne le nouveau format sprint. Oui, c'est Il y vrai a- que il y a- c'est il y a- vrai que il y le a quelques sprint est retouches. repassé avant Mais les ça- qualifs. Ouais. Mais voilà, ça on a le temps, on pourra commencer à médire dessus. Bah, c'est la Chine, le ou, premier, hein. argumenter Le 21 dessus avril. à partir de Shanghai. Parce que Et- c'est là qu'il y a la effectivement. première normalement. on vous donne rendez-vous donc sans doute après ce premier Grand Prix ou ces deux premiers Grands Prix. On verra comment s'organise Sur selon lieu des samedis. le spectacle qu'on aura vu ou non à Bahreïn, bien évidemment. Et attention, Euh, attention, la course se tient des samedis. Et la course, Oui, les deux évidemment, nous premières. sommes en mois de Ramadan, donc les deux premiers Grands Prix, que ce soit en Arabie Saoudite ou au Bahreïn, se tiennent un samedi. Donc on aura les qualifications le vendredi, tu fais bien de le rappeler, et la course le samedi à 16h pour le premier Grand Prix à Sakir. Et on espère un très beau début de saison. Je vous remercie, messieurs, d'avoir fait cette Merci à preview de la toi. saison avec moi, où on a été pas très optimiste pour 2-3 équipes quand même, notamment une équipe en vert et une équipe française. Une équipe Ouais, une en équipe bleu. en bleu, ouais. Ouais. Ouais, voilà. Bleu et rose. Oui, bleu et rose, voilà, t'as raison. Si on identifie par couleur bleu et rose. Aïe. Et puis on se retrouve très bientôt sur les antennes 2021. Salut! Salut, très bah, bientôt, salut. merci Clément, merci à tous et casse dédié à Karl qui avait été, Oui. enfin Ouais. qui, voilà, Grosse pensée. on avait dit qu'on lui dédiait l'émission, malheureusement Ouais, t'as raison. il nous a quitté il y a de ça quelques semaines, donc celle-là mon pote, elle est pour toi. Ciao. Absolument. Et si vous voulez réécouter Karl sur ce podcast, on vous conseille le débrief de Daytona 2022 qu'il avait fait avec nous à l'époque. 2021 je crois. 2021, excuse-moi. 2021 qu'il avait fait avec nous. Et tu as raison, on pense fort à lui et ce début de saison lui est dédié.